Sommet des chefs d'État et rencontre de première dame du SILS, la deuxième édition de Safagri et de son institutionnalisation. 4 événements qui va abriter le Tchad en 2020. Le ministre nigérien de l'Agriculture et de l'Élevage et le secrétaire exécutif du SILS ont rencontré ce matin le chef de l'État pour en discuter. La Fondation Grand Cœur se lance dans la lutte contre le chômage à travers son programme Mon quartier, mon engagement, vient d'offrir à 10 000 jeunes de différents profils. Ce méga programme a été lancé ce matin par la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno. En visite au Tchad, la princesse jordanienne Sarah Zaïd a effectué une visite à Bala, dans le Mayo-Kébi Ouest, en sa qualité d'ambassadrice de santé de la nutrition. Elle est allée s'enquérir du fonctionnement de l'unité de production de la farine enrichie. Pour quelle fin? La réponse dans ce journal. Ravi de vous retrouver, bonsoir à tous et merci de suivre Télé Tchad. Je l'annonçais en titre, en séjour de travail au Tchad, le ministre d'État nigérien en charge de l'agriculture et de l'élevage, Al-Badé Abouba, accompagné du secrétaire exécutif du SILS, Dr Adoum Djimé, a été reçu ce samedi par le président de la République, Idriss Déby Itno. Les prochaines assises en N'Djamena des chefs des pays membres, des chefs d'État des pays membres du SILS, de la rencontre des premières dames de l'espace SILS et la deuxième édition du Salon africain de l'agriculture ont constitué l'essentiel des discussions. Nassounou Djiti. N'Djamena sera cette année la plaque tournante du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS. Notre cité capitale abritera 4 événements majeurs, à savoir le sommet des chefs d'État des pays membres du SILS, la toute première rencontre des premières dames de l'espace SILS, la deuxième édition du Salon africain de l'agriculture Safagri et une rencontre de haut niveau consacrée à l'institutionnalisation du Safagri au Tchad. Mandaté par ses collègues, ministres des pays membres pour l'organisation pratique de ces assises, le ministre d'État nigérien en charge de l'agriculture et de l'élevage, Al-Badé Abouba, accompagné du secrétaire exécutif du SILS, notre compatriote, Dr Djimé Adoum, est venu porter la nouvelle à la très haute attention du président de la République, Idriss Déby Itno. Pour une réussite éclatante de ces événements sahéliens au Tchad, le président de la République, comme à ses habitudes, a donné des instructions, orientations et conseils avisés tant à l'équipe nationale qu'à celle du SILS. Le président de la République nous a fait non seulement l'honneur de nous recevoir, de nous écouter, mais également il nous a donné ses hautes directives et ses orientations pour mieux nous encadrer dans les préparatifs donc, de cette organisation d'une part, et puis mieux également mutualiser les réflexions des uns et des autres pour que nous fassions ensemble un événement digne de ce nom, donc qui va se dérouler ici à N'Djamena, Inch'Allah. Et vous savez également que chaque année, désormais, il y aura l'organisation du Salon africain de l'agriculture qu'on appelle Safagri. Vous vous rappelez la première édition qui a été un succès éclatant ici à N'Djamena, qui est désormais un événement commun, continental, que naturellement le SILS et la République du Tchad se préparent à organiser. Et nous allons mettre tous les moyens nécessaires sous les hautes directives et les hautes orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour en faire un événement éclatant et au-delà de tout ce que nous avons vécu à la première édition. La deuxième édition du Safagri à N'Djamena sera couronnée par son institutionnalisation officielle. Sachant parfaitement que l'objectif ultime de ces salons est de stimuler les politiques nationales et régionales de transformation des chaînes de valeur agricoles, le chef de l'État Idriss Déby Itno a réitéré ses orientations jusqu'au parvis de sa résidence au ministre d'État nigérien en charge de l'agriculture et de l'élevage, Al-Badé Abouba, et au secrétaire exécutif du SILS, Dr Djimé Adoum.
Mon quartier, mon engagement, c'est un méga programme que vient de lancer la Fondation Grand Cœur ce 25 janvier. C'est un programme dédié à la jeunesse pour lutter contre le chômage et c'est la première dame, Hinda Déby Ino, présidente de la Fondation Grand Cœur, qui a personnellement lancé les activités. Précision détaillée avec Assira Nambatingar. La Fondation Grand Cœur, que dirige la première dame Hinda Déby Ino, ouvre l'immensité de son cœur à la jeunesse. En réponse aux multiples sollicitations de cette dernière, la Fondation Grand Cœur lui dédie un méga programme baptisé « Mon quartier, mon engagement ». Pour le début de ses activités, il s'adresse à 10 000 jeunes de N'Djamena, la cité capitale. Ce méga programme, qui met la jeunesse au cœur de la citoyenneté, couvre plusieurs domaines allant de l'environnement au sécurisme, en passant par l'entrepreneuriat et l'informatique. Les autorités administratives, politiques nationales et étrangères, dont le ministre d'État nigérien en charge de l'agriculture et de l'élevage, Al-Bade Abouba, les représentants des organisations internationales et les heureux bénéficiaires du programme ont fait le déplacement de l'espace communément appelé Hajar Marfaïn, situé au côté sud du palais du 15 janvier pour prendre part au lancement des activités. Ce gigantesque programme qui va indéniablement cristalliser les efforts de développement du Tchad, dont la jeunesse est le pilier, prend son départ à N'Djamena. L'occasion pour l'édit de la capitale, Saleh Abdelaziz Daman, d'exhorter la population de sa commune en général et la jeunesse en particulier de se l'approprier afin de donner un bon visage à la cité, en plus des retombées pécuniaires qu'il offre. Déclinant à l'assistance le contenu de ce méga programme, la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, Habiba Saoulba, a fait savoir que l'année 2020 est dédiée par sa fondation à la jeunesse et à son épanouissement, eu égard à son poids démographique. Le programme Mon quartier, mon engagement durera une année et vise à sensibiliser et outiller 10 000 jeunes des 10 arrondissements de la capitale dans les domaines de la citoyenneté, du jardinage, notamment des potagers, de l'entrepreneuriat, de l'informatique et du sécurisme. S'agissant du volet citoyenneté, 10 000 jeunes seront formés dans le domaine de l'hygiène, de la protection de l'environnement et des biens publics, de la préservation de la paix et du changement climatique. Pour ce faire, chaque quartier de N'Djamena a désigné 25 jeunes âgés de 18 ans ou plus, dont 50% des filles, pour être des ambassadeurs et ainsi relayer la sensibilisation au quotidien à leurs proches. La jeunesse en but au chômage trouve en cette offre de la première dame, Hinda Déby Ino, présidente de la Fondation Grand Cœur et ses partenaires, une aubaine, un geste qui donne du sens à sa vie et qui la place ainsi face à ses responsabilités dans la société. Elle s'engage déjà, par la voix de Martial, son représentant, à réduire d'ici 3 mois les déchets dans la ville de N'Djamena. Dans ce cadre, la Fondation Grand Cœur dotera N'Djamena de 100 bacs à ordures métalliques à installer dans chaque quartier et marché pour la collecte des déchets. Justifiant le choix porté sur la jeunesse, la première dame Hinda Déby Ino a dit qu'une jeunesse désœuvrée est une proie facile pour les vendeurs d'illusions qui pullulent partout cherchant à causer du tort à la société. C'est pourquoi il faut lui donner des opportunités, a-t-elle argumenté. La jeunesse de N'Djamena est désormais face à ses responsabilités. Elle doit montrer qu'elle ose et qu'elle a de l'audace. Car ce méga programme de la Fondation Grand Cœur est à la fois une opportunité, mais aussi un défi à la jeunesse. Assira Nambatingar, vous nous dites que dans son adresse, la première dame Hinda Déby Ino, présidente de la Fondation Grand Cœur, a invité toutes les bonnes volontés à faire bloc commun pour relever le défi de l'emploi de la jeunesse et lui inculquer les valeurs de la citoyenneté. Je vous propose de suivre la première dame Hinda Déby Ino. C'est avec une grande émotion que je lance officiellement aujourd'hui dans cet espace communément appelé Hajar Marfaïn, le programme Mon quartier, mon engagement. Ce gigantesque projet de la Fondation Grand Cœur concerne 10 000 jeunes des 10 arrondissements de la ville de N'Djamena. Il est la toute première activité de l'initiative Jeunesse et Entrepreneuriat, thème du 3e anniversaire de notre organisation. En initiant ce vaste programme, la Fondation,
qui appuie les actions publiques s'allie à la volonté des plus hautes autorités de faire de la jeunesse un pilier déterminant du développement économique du Tchad. Les jeunes constituent plus de la moitié de la population tchadienne. Ils sont la force de notre nation et aussi le maillon le plus sensible de notre société. Par son inexpérience et son enthousiasme débordant, beaucoup sont à la merci des vendeurs d'illusions, des hommes qui, au nom de la religion ou autres, entraînent cette jeunesse aux mauvaises pratiques, surtout à la recherche du gain facile et plus grave encore, le terrorisme ou le banditisme. Il est inadmissible qu'elle soit utilisée à des fins inavouées, alors qu'elle doit plutôt profiter pleinement de son potentiel. Le programme Mon quartier, mon engagement est d'abord l'engagement de la Fondation Grand Cœur vis-à-vis de la jeunesse qui réclame son soutien. Et c'est pour moi l'occasion de lui dire qu'elle a toujours été au centre de ses priorités. Depuis sa création, la Fondation a mis en avant l'épanouissement de la jeunesse par le biais de la culture et des loisirs sains, l'équipement des centres de lecture et d'animation culturelle dans les 22 provinces du Tchad, la réhabilitation et l'équipement des repères des jeunes, tels que l'espace Talino Manou et la maison de la culture Baba Moustapha. Des actions médicales, des centres de formation illustrent parfaitement la volonté de la Fondation à accompagner les jeunes dans leurs actions. Mon quartier, mon engagement est une invite à cette jeunesse tchadienne de croire en elle-même et à son devenir radieux. Elle a tout ce qu'il faut pour prendre son destin en main. Elle doit travailler pour réussir et à l'instar des autres jeunes africains, elle doit être résiliente. Notre objectif ultime à travers cette activité est d'avoir dans un avenir proche une jeunesse citoyenne, celle-là qui prend ses responsabilités, solidaire, tolérante, pacifique et consciente des enjeux de l'heure, notamment la protection de l'environnement, mais aussi et surtout celle qui participe activement aux travaux communautaires tels que le nettoyage du quartier, l'entretien de routes et patrimoine, le respect du code de la route et autres, qu'elle soit aussi capable de donner les premiers secours en cas d'accident, d'incendie ou tout autre incident. Comme un adage le dit, une route propre ne dépend pas seulement de l'efficacité du service de nettoyage, mais de l'éducation des personnes qui passent par là. Mon quartier, mon engagement est aussi un appel à tous, car nous devons nous mobiliser pour offrir des opportunités aux jeunes en les formant dans les domaines et secteurs porteurs comme l'agriculture, l'élevage et aussi les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour ce faire, un suivi régulier et aussi un appui conséquent à l'entrepreneuriat doivent être primordiaux. C'est pourquoi, à travers ce programme, nous jetons les prémices d'un vaste chantier au profit des jeunes. Le programme Mon quartier, mon engagement débute en N'Djamena, mais se poursuivra suivant un chronogramme établi dans toutes les provinces du Tchad. Car notre ambition est d'inculquer à toute la jeunesse tchadienne sans distinction aucune les valeurs de la citoyenneté et de la résilience. Jeunes de N'Djamena, de la cité capitale, vous êtes privilégiés. Vous avez plusieurs opportunités que vous devez saisir et réaliser des exploits afin de servir d'exemple à vos sœurs et frères des provinces. Vous devrez valoriser vos acquis par le pragmatisme et l'efficacité, sans exclure ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre des formations, et ensemble, vous pouvez développer vos quartiers et partant de là, votre ville. Pour terminer mes propos, je tiens à remercier tous les partenaires de la Fondation Grand Cœur qui soutiennent cette activité.
Mes remerciements vont aussi à l'endroit de chacune et chacun de vous pour avoir rehaussé de votre présence la cérémonie. La présidente de la Fondation Grand Cœur, la première dame, Hinda Déby Itno. Sachez qu'après son adoption par l'Assemblée nationale et sa promulgation par le président de la République, l'instrument financier de l'État pour l'exercice 2020 a été présenté aux différents acteurs impliqués dans la chaîne des dépenses et des recouvrements des recettes. Les grandes innovations de cette loi de finances ont été amplement expliquées. Question de leur permettre de s'approprier de cet instrument juridique. Doba Robert. Les opérateurs économiques, les responsables de téléphonie mobile, les chefs d'entreprise, les administrateurs de crédit, les organisations de la société civile et les membres du patronat s'imprègnent des grandes innovations apportées à la loi des finances pour l'exercice 2020. Au nombre des innovations, l'on relève entre autres la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée au niveau de la source pour les entreprises. Les entreprises intervenant en zone CEMOC bénéficient aussi de la réduction du taux de l'impôt qui leur était imposé. La loi des finances prévoit des sanctions à l'encontre des entreprises qui ne s'acquittent pas de leurs taxes fiscales. Excepté l'accord des produits de grande consommation, à l'exemple du ciment, de l'huile et du savon bénéficient d'une exonération. Le document de politique publique de l'État pour l'exercice 2020 allège la fiscalité en matière d'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Au titre de dispositions douanières, les importations des matériels et des équipements pour la production de l'énergie solaire ne seront plus frappées des droits de douane. Le gouvernement s'engage également à mettre en œuvre le plan d'appurement de la dette intérieure afin de relancer l'économie et de renforcer le système bancaire. Saluant ces différentes innovations, les opérateurs économiques sollicitent néanmoins la réduction des taxes fiscales sur l'importation des équipements liés au secteur agricole. La politique gouvernementale vise quand même la diversification de notre économie. Et aujourd'hui, il est clairement indexé que notre économie peut se diversifier valablement à travers le développement du monde rural. Pour le développement de ce monde rural, on aurait aimé voir les équipements de transformation et les équipements de la modernisation de notre agriculture figurer au même titre que les panneaux solaires, parce que ça c'est une véritable avancée et qui va donner quand même une impulsion en la matière. Le patron de son côté appelle le gouvernement à traduire dans les faits ces différentes mesures. Les gens, ils mettent de côté la loi, chacun il fait de sa tête. Et on a toujours déploré, on a toujours crié, et on va continuer à dire, nous, la loi, c'est la loi. En dehors de la loi, nous, on ne peut plus appliquer. Ils peuvent fermer nos entreprises. Nous, la loi votée par l'Assemblée 2020, on s'en tient à ça. Pour la concrétisation de cette loi de finances, le gouvernement s'est engagé à lutter sévèrement contre les délinquants financiers qui s'engraissent illégalement sur le dos de l'État. On en vient au troisième titre de ce journal en visite dans notre pays. La princesse jordanienne Sarah Zaïd s'est rendue à Pala dans le Mayo-Kébi Ouest le jeudi dernier. Elle a visité une unité de production de la farine enrichie à base des produits locaux. Dans ce déplacement, elle a été accompagnée d'une forte délégation, nous dit Doba Djonsala. La princesse jordanienne Sarah Zaïd a foulé pour la première fois le sol palois. En tant qu'ambassadrice de la santé et de la nutrition, faisant le plaidoyer auprès des organisations des Nations Unies, elle est venue s'enquérir du fonctionnement de l'unité de production de Maniza, une farine enrichie destinée à prévenir la malnutrition des enfants de 6 à 23 mois. Accueillie par le gouverneur de la province du Mayo-Kébi Ouest, Adam Forte Amadou, la princesse a eu les honneurs dus à son rang d'Altesse royale. Ce produit, à peine arrivé, a été apprécié par la population. Notre vœu est que les bailleurs puissent soutenir davantage le PAM et la présence de son Altesse va certainement aider à faire le plaidoyer auprès des autres bailleurs pour aider l'Union européenne qui est déjà très engagée. À l'unité de production, son Altesse a eu droit à une visite guidée. Ainsi, elle a eu à apprécier le processus de transformation des matières premières en produits finis. Cette structure qui produit la farine enrichie à base de produits locaux bénéficie d'un soutien financier et technique de l'Union européenne, de la FAO, de l'OMS, du PAM et de l'UNICEF. En faveur de cette cérémonie, les représentants des dites organisations ont intervenu pour décliner leurs axes d'action. Question de montrer à la princesse la dynamique partenariale qui les unit autour de la prévention de la malnutrition. Car selon l'ambassadeur de l'Union européenne au Tchad,
La malnutrition représente un défi majeur de santé publique qui nécessite une approche intégrée et multisectorielle. Prend son bâton de pèlerin et qu'elle sillonne le monde entier pour faire un plaidoyer pour la nutrition et pour la jeune enfance. Et j'admire beaucoup tout son travail. Donc cette visite, accompagnée de mon collègue irlandais, permet de souligner l'importance de ce projet, de faire remonter très haut ce plaidoyer en faveur du combat contre la malnutrition et surtout de valoriser ce projet Profort. Pour s'imprégner des réalités, la princesse a eu à échanger avec les organisations paysannes et les bénéficiaires. Rassurée, elle entend faire des plaidoyers auprès des bailleurs pour permettre à cette unité d'augmenter sa capacité de production. À travers cette visite, la princesse jordanienne vient d'apporter une caution forte à la production de la farine enrichie Made in Pala. La Direction générale de la douane a célébré ce 25 janvier la journée internationale de la douane, une commémoration placée sous le thème « La durabilité au cœur de l'action douanière pour les personnes, la prospérité et la planète ». C'est le directeur général du ministère des Finances et du Budget qui a présidé la cérémonie. Mohamed Souleymane. Placée sous le haut patronage du ministère des Finances et du Budget, la célébration de la Journée internationale de la douane s'est déroulée dans la convivialité et avec l'enthousiasme. À travers cette journée, le professionnel de la douane entend valoriser ses métiers et l'exercer avec professionnalisme conformément au respect des règles de l'art. Le président du comité d'organisation, Domapi Taingam, s'est réjoui de cette forte mobilisation tout en relevant que ces retrouvailles donnent l'occasion aux douaniers et aux opérateurs économiques d'échanger sur les partenariats. Dans la même lancée, le point focal de l'Organisation mondiale des douanes a mis l'accent sur le rôle que joue la douane en matière de développement. Le directeur général des douanes lui revient sur la qualification et la formation des agents de la douane. En tout état de cause, la douane tchadienne doit prendre conscience de la dimension profonde de ses missions et en renonçant à des pratiques déviantes et peu orthodoxes auxquelles les agents se livrent. Pour arriver à amorcer le changement, un certain nombre d'actions prioritaires doivent être mises en œuvre au risque de continuer à piétiner dans l'arbitraire, dans la médiocrité. 1. Poursuivre le recensement du personnel en vue de son assainissement. Former aux techniques douanières tous les agents n'ayant pas reçu de formation. De son côté, le directeur général du ministère des Finances et du Budget appelle au professionnalisme du métier. Si les douaniers tchadiens continuent à être corrompus, à ne pas se mettre au diapason de la technologie, à ne chercher que leurs intérêts personnels, à laisser passer la fraude commerciale, l'évasion fiscale, les groupes criminels, les marchandises illicites et les terroristes, comment vont-ils garantir à l'État des ressources nécessaires aux investissements? Au cours de cette cérémonie, l'assistance a eu droit à un sketch qui illustre le professionnalisme et la déontologie de ces métiers. Des certificats de mérite ont été décernés aux actuels et aux anciens directeurs généraux des douanes pour leurs services rendus, ainsi qu'aux autres responsables de la douane qui ont été distingués par leur travail. L'École nationale de formation judiciaire a organisé une conférence débat sur les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de son application au Tchad. C'est pour sensibiliser et informer le public sur la situation du Tchad en matière de droits de l'homme. La Chagbe, Pabem Désiré, reportage. 70 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme, quelle lecture pour son application au Tchad? Tel est le thème de cette conférence débat animée par Dr Maoundonoji Gilbert, enseignant-chercheur et président d'honneur de l'APLFT. Dans son liminaire, le conférencier a focalisé sa communication sur deux axes. Le premier fait l'état des lieux des instruments juridiques et le second met en exergue leur mise en œuvre, force et faiblesse au niveau national. Citant quelques exemples pris par
par le Tchad relatifs aux droits de l'homme, que sont la Convention sur la discrimination raciale, le protocole facultatif relatif aux droits civils et politiques, ainsi que l'élimination de toute forme de discrimination et violence faite aux femmes. L'orateur indique que leur application pose un véritable problème jusque-là. C'est pourquoi, dit-il, sur ce plan, des défis restent à relever. Répondant aux préoccupations de l'assistance sur les difficultés de mise en œuvre des instruments juridiques ratifiés par le Tchad, le conférencier estime que les responsabilités sont partagées. Il souligne en outre que beaucoup de progrès ont été faits dans le cadre de la promotion des droits de l'homme, mais des efforts méritent également d'être renforcés. Le programme alimentaire mondial a fait un don de vivres et de non-vivres aux victimes des inondations de la province du Mayo-Kébi. Est les détails avec Ngeyam Benguiri. Réunis ce 25 janvier dans la grande salle de la Maison de la Femme, ces anciens élèves du lycée Adoum Dalla de Moundou voudraient à travers ces retrouvailles mettre en place un bureau de coordination de leur projet dénommé Opération Coup de cœur à la science. Une initiative émanant de Konodi Gelga Roland, ancien élève du lycée Adoum Dalla de Moundou. L'objectif c'est de relever, c'est d'appuyer tant que peut se faire le lycée Adoum Dalla dans toute sa forme. Et donc pour atteindre ce but-là, nous nous sommes fixés donc 4 objectifs. Les infrastructures à toucher, donc des réhabilitations à faire, une construction d'une bibliothèque. Nous avons également des livres à donner, donc au niveau de la documentation. Soucieux des difficultés auxquelles fait face cet établissement et qui influent négativement sur les conditions d'études de leurs cadets, les anciens élèves du lycée Adoum Dalla de Moundou veulent contribuer à son bon fonctionnement. Vous avez compris, il s'agit du lancement officiel d'un projet dénommé Opération Coup de cœur à la science. C'est une initiative des anciens élèves du lycée Adoum Dalla de Moundou. La cérémonie de remise de dons du PAM aux victimes des inondations dans le Mayo-Kébi Est. Vous suivrez cela dans nos prochaines éditions. Une délégation du CNDP conduite par Mahamat Alaou Taher séjourne dans le chef-lieu de la province du Kanem à Mao. La délégation a procédé à la mise en place des démembrements de la CENI communale. Adou Mustafa, reportage. Une rencontre avec les partis politiques de la majorité présidentielle et ceux de l'opposition démocratique de la province du Kanem. C'était en présence du gouverneur de la province. Après les mots introductifs du gouverneur Hassan Terab, relative à l'importance du processus électoral qui se pointe à l'horizon, le chef de la mission, Mahamat Alaou Taher, par ailleurs membre du cadre national de dialogue politique CNDP, a fait savoir à l'instance que le CNDP et la CENI ont commencé depuis l'année dernière leurs activités relatives au dénombrement de la CENI. C'est ce qui a permis aux deux organes de mettre sur pied le dénombrement de la CENI provinciale. Comme vous le savez, les élections sont annoncées pour d'ici la fin de l'année. Si nous sommes là aujourd'hui, donc c'est pour installer concrètement ces structures qui constituent les derniers chaînons. Vous avez la CENI maire, la CENI provinciale, la CENI départementale. Le dernier chaînon, c'est avant bien sûr le bureau de vote. C'est la CENI communale. De cette rencontre et après de longues discussions, un consensus s'est dégagé. Ainsi, 128 personnes ont été retenues et qui seront réparties dans les 11 communes de la province du Kanem. À cet effet, le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terab, a salué les responsables de l'opposition et ceux de la majorité présidentielle pour leur esprit de compréhension et de leur consensus qui a abouti à un résultat satisfaisant. Cet élément qui vient de nous parvenir, vous le saviez déjà, instauré le 19 août 2019 par décret 1162 dans le Sila, le Wadaï et le Tibesti, et prorogé par la suite le 10 septembre 2019 par l'Assemblée nationale. L'état d'urgence vient de prendre officiellement fin. Une cérémonie de levée de l'état d'urgence s'est déroulée à Abéché, dans le Wadaï. Aman Issa Kazina. Aéroport d'Abéché, il est 9h30 lorsque les Spartans de l'armée de l'air tchadienne franchissent le sol au bas de la passerelle pour accueillir les membres du gouvernement
se trouvent le gouverneur du Wadaï, Ramadan Erdebou, et celui de Sila, Kidala Younous Hamidi. Occasion pour le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mohamed Abbali Salah, de passer en revue la troupe, un rituel dans l'exercice militaire. Après l'aéroport, direction place publique d'Abéché. Là, la mobilisation est incomparable. Une mobilisation qui annonce la fin de l'état d'urgence dans le Wadaï, le Sila et le Tibesti. Comme à l'aéroport, ici également, le ministre Abbali s'est soumis au même rituel. À cette cérémonie, imminentes personnalités ont honoré de leur présence. Il s'agit du ministre de la Justice Jimé Arabi, de la Communication Oumar Yaya Hissène, de la ministre secrétaire générale du gouvernement Mariam Mohamed Nour et du secrétaire général du ministère de l'administration du territoire Mohamed Zen Al-Hadiaya. Du côté de l'armée, l'on note la présence remarquable de plusieurs officiers supérieurs et généraux, avec à leur tête le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Tahir Erda Tahirou. Les deux gouverneurs ont chacun dans son intervention rendu un hommage mérité aux éléments des forces de défense et de sécurité qui ont su mener avec professionnalisme leur mission durant la période de l'état d'urgence. Pour eux, depuis l'instauration de cette mesure dans leur province, le sang des paisibles citoyens a cessé de couler et les ennemis de la paix ont également disparu. Néanmoins, Ramadan Erdebou et Kidala Younous Hamidi lancent un appel aux épris de paix de consolider cette tranquillité chèrement retrouvée au prix d'énormes sacrifices. Pour eux, leurs populations respectives fument aujourd'hui le calumet de la paix. C'est à ce juste titre que le gouverneur du Wadaï, Ramadan Erdebou, et celui de Sila, Kidala Younous Hamidi, réaffirment de façon solennelle leur engagement et rassurent les responsables des forces de défense et de sécurité de leur constante disponibilité à œuvrer sans relâche pour une paix durable dans leur province. Ils ont aussi rendu un hommage digne à la presse et aux différentes associations qui ont joué un rôle déterminant pour la réussite de cette mesure gouvernementale. Après l'intervention des gouverneurs, un bilan faramineux a été présenté. Total armes récupérées dans les deux provinces, Wadaï et Sila. 9 902 armes de tout calibre confondues. 21 895 munitions et ovis de tout calibre. 2717 chargeurs. En 6 des armes récupérées, les deux coordinations ont procédé à la saisie de 1949 engins et plus de 5 véhicules qui ont en situation régulière et un lot important de produits prohibés tels que la drogue, tromol et autres stupéfiants. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons commandeur de l'ordre national du Tchad, M. Kidala Younous Hamidi. Au nom du chef de l'État Idriss Déby Itno, le ministre Mohamed Abbali Salah a décoré les 3 gouverneurs concernés par l'état d'urgence à titre de commandeur de l'ordre national du Tchad, ainsi que les responsables militaires qui ont reçu les croix de mérite militaire pour service rendu. Présentant ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020, le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mohamed Abbali Salah, a souligné que l'instauration de l'état d'urgence fut une réussite totale au regard des résultats enregistrés. À noter que c'est par décret 1162 du 19 août 2019 que l'état d'urgence a été instauré dans le Sila, le Wadaï et le Tibesti. Une prorogation est intervenue par la suite le 10 septembre 2019 par l'Assemblée nationale suivant la résolution 002. Après la cérémonie, le chef du département en charge de la défense nationale et de la sécurité a convoqué les responsables en charge du désarmement. Même si l'état d'urgence vient de prendre officiellement fin, votre mission de désarmement se poursuivra jusqu'à nouvel ordre, devait informer Mohamed Abbali Salah. Le ministre s'est dit conscient de la difficulté avec laquelle la commission du désarmement éprouve dans l'exercice de sa mission. Toutefois, il rassure que son effectif sera revu en hausse
pour plus de dynamisme. Au cours de la cérémonie, dans son intervention, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité des anciens combattants et victimes de guerre, Mamat Abbali Salah, a souligné que l'état d'urgence a été une réussite totale. Suivez. Suite à la recrudescence des tensions entre les communautés vers le début de l'année 2019, dans quelques provinces à l'est, le gouvernement, dans le souci de préserver la paix et la quiétude de la population, a dépêché des missions par l'entreprise des départements en charge de la sécurité et de l'administration qui ont sillonné toute la zone pour porter une attention particulière à cette situation. Cependant, cette situation d'insécurité a pris des proportions inquiétantes et a interpellé l'attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui a séjourné à Béché, à Gosbeda en août 2019 à cet effet. C'est ainsi que, face à la gravité de la situation, le Conseil extraordinaire des ministres du 19 août 2019 a décidé de l'instauration de l'état d'urgence par décret 1162, prorogé par la suite par une période de 4 mois par l'Assemblée nationale, suivant la résolution 02-AN 2019 du 10 septembre 2019. Durant toute la durée de l'état d'urgence, les autorités administratives et militaires ont mené une intense activité dans le but de restaurer la paix et la tranquillité de la population. Je tiens ici à leur présenter toutes mes félicitations pour le travail abattu sur le terrain et les remercier vivement, de même que les autorités religieuses, traditionnelles, coutumières et les hommes de la justice, pour pouvoir accompagner cette mission en œuvre sans oublier les différents corps de métier, notamment la presse. Vous êtes sans ignorer que le monde est secoué ces derniers temps par une récession économique. Le Tchad, notre pays, n'en est pas exempté. Cependant, en dépit de cette conjoncture particulièrement difficile, les plus hautes autorités du pays, au premier rang desquelles Son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, ont bien voulu consacrer plus de 30% du budget de l'État pour s'attaquer à la racine du mal sécuritaire qui sévit à travers le pays et plus singulièrement dans les régions de Grand Ouaddaï. Qu'à cela ne tienne, on peut sans risque de se tromper. Affirmer à ce jour que l'état d'urgence a atteint malgré tous les objectifs assignés. Et je m'en félicite que depuis que nous avons instauré l'état d'urgence, la situation a calmé. Les administrations, la population elle-même, et même peut-être si on a la possibilité de poser la question à ceux qui sont morts, ne savent pas pourquoi ils sont morts. Pour dire que ce qui anime, incite la population à cette crise, c'est ceux-là qui combattaient l'état d'urgence. Parce qu'ils savent la solution idoine à ce qu'ils ont miné comme mine. Nous avons trouvé, le chef de l'État a trouvé la solution, c'est l'état d'urgence. Nous, notre mission, c'est instaurer l'autorité de l'État, sécuriser la population et empêcher cette crise qu'on appelle communautaire. C'est vrai, l'état d'urgence a pris fin, mais notre mission continue. Nous sommes aujourd'hui rassemblés ici pour prendre ensemble la juste mesure des succès réalisés sur le terrain grâce à l'implication conjuguée des forces de défense et de sécurité avec les populations civiles. C'est pourquoi mes collègues, ministres et moi-même voudrions, au nom de l'ensemble du gouvernement et de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
déclarer de la manière la plus solennelle possible qu'au terme de l'article 4 du décret 1162 du 19 août que l'état d'urgence institué dans les provinces prenne officiellement fin. Partant conformément à l'article 6 cité, les mesures prises en application du décret cessent elles aussi d'avoir effet. En outre, pour pérenniser les acquis auxquels nous sommes parvenus et pour que le désarmement soit effectif, le comité de désarmement qui est déjà sur place dans cette zone avant l'état d'urgence sera renforcé en hommes et en matériel afin de maintenir les caps de sécurité à travers tous les pays et de même, comme a été souligné lors des conférences des gouverneurs et le conseil des ministres tenu ici à Béché, des réunions sécuritaires doivent se tenir dans toutes les provinces en vue d'anticiper sur des éventualités et aussi faire le bilan sécuritaire de chaque province. Je demande aux autorités administratives, traditionnelles, coutumières, judiciaires et les populations civiles à accompagner nos actions comme elles ont fait avec l'état d'urgence. Mahamat Abalisala, ministre de la Défense. À présent, la politique, le Parti pour la démocratie et la réconciliation au Tchad, le PDRT a 7 ans d'existence. Pour cette célébration, le président de cette formation politique, Abderrahmane Adou Mahamat, a opté pour un point de presse pour faire un étalage des activités réalisées pour animer la scène politique au Tchad. Extrait. En 2003, en tant que parti politique de la majorité présidentielle, le PDRT a participé à plusieurs activités politiques. Le 20h se poursuit donc la conférence internationale pour la prière en faveur de la femme mère de la nation organisée par le groupe des femmes Marie de Magdala s'est tenue hier. Plusieurs pays y ont pris part. Omar Idriss. Placée sous le haut patronage de la première dame Hinda Déby Itno, cette conférence internationale initiée par le groupe Femmes Marie de Magdala vise l'émancipation spirituelle de la femme au Tchad et au monde en général. À travers le thème « Porte ta cruche et remplis-la », les activités de la dite conférence se déroulent par des prières, louanges et d'autres. La femme est confrontée à divers problèmes dans la société. C'est l'occasion de se relever et invoquer Dieu pour qu'il agisse. Porte ta cruche et remplis-la. Oui, nous devons nous mettre au service de nos nations. Travailler durement à travers la prière, porter chacun et chacune des cruches spéciales. Au nom de la première dame Hinda Déby Itno, marraine de la conférence Dila Lucienne, salue l'initiative des femmes chrétiennes Marie de Magdala. Il me plaît de noter que le Tchad est un pays laïque et multiconfessionnel. La laïcité est l'un des piliers essentiels du pacte républicain et une référence commune. Mon pays donne un bel exemple en matière de cohabitation religieuse, pacifique, et nous en sommes tous fiers. En 3 jours, les participants vont axer les interventions sur des problématiques qui freinent l'épanouissement de la femme dans la société et proposeront des solutions idoines par des prières, des louanges et des invocations afin que Dieu exauce leurs vœux. Sachez que l'intervention du président du PDRT à l'occasion du 7e anniversaire de sa formation politique, vous l'aurez dans nos prochaines éditions. Le consulat honoraire de l'Inde au Tchad va organiser demain 26 janvier un spectacle Kaishiki au palais du 15 janvier. Ce spectacle culturel est placé sous le haut patronage du ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat. C'est dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de l'Inde. L'annonce a été faite cet après-midi par le consul honoraire de l'Inde au Tchad. Suivez. Nous voulons, à travers vos micros, informer tous les Ndjamenoises et Ndjamenois
de venir vivre ce tout premier spectacle du groupe Odyssey Dance Troupe. Le groupe présentera plusieurs danses qui sont le Nanmi, le Ladli, le Gopi, etc. Ce groupe indien sera accompagné par des artistes tchadiens de renom que vous connaissez. Il s'agit de Yasmine Abdallah, Alatawa, les jeunes d'aujourd'hui et bien d'autres. Car c'est pour nous l'opportunité qui leur est donnée pour exposer leur savoir-faire et leur talent artistique au grand public de ce spectacle. C'est aussi l'occasion de célébrer le 70e anniversaire de la République d'Inde avec le groupe indien Odyssey Dance Troupe qui fait une tournée dans la sous-région, dans 3 pays en particulier, à savoir le Nigeria, le Bénin et le Tchad. En sport, le nouveau bureau de la Fédération tchadienne de karaté et discipline assimilée a pris service. La cérémonie s'est déroulée en présence de la directrice des sports de haut niveau. Yann Mouibé, reportage. C'est au terme d'un mandat de 4 ans un peu difficile que Maître Madi Kassouré passe le témoin à l'équipe de Maître Tchang Wei-Tian, élu lors de la 6e Assemblée générale tenue fin décembre 2019 à Moundou. Avec un seul championnat national organisé en 4 ans, le bureau sortant, qui a dû faire face aux difficultés matérielles et financières, n'a pu réaliser toutes ses ambitions, avoue Maître Madi Kassouré. Toutefois, certains bons résultats sont à mettre à son actif. Les karatékas tchadiens qui ont participé aux compétitions internationales ont remporté plusieurs médailles. Outre cette belle moisson, on peut citer aussi l'affiliation de la Fédération tchadienne de karaté à l'Union des fédérations d'Afrique et mondiale de karaté. Le nouveau président, qui n'est pas un novice, entend se mettre résolument au travail. Au nom du ministre des Sports, la directrice des sports de haut niveau précise que la nouvelle équipe dirigeante a du pain sur la planche. Pétri d'expérience, Maître Madi Kassouré ne s'effacera certainement pas du monde des karatés. Il a d'ailleurs décidé de mettre gratuitement à disposition son local pour abriter le siège de la Fédération tchadienne de karaté et discipline assimilée. On change de discipline. La Fédération tchadienne de basketball a organisé un dîner pour faire la situation de l'assistance et a permis au SAO de préparer les différentes échéances et aussi féliciter les joueurs de l'équipe nationale de basketball pour leur patriotisme. Kadnouba Théophile. Moment d'échange et de partage entre les joueurs de l'équipe nationale, le staff technique, les dirigeants de la Fédération tchadienne de basketball, les artistes musiciens, fans de la balle orange et les hommes des médias. Ce dîner de presse a permis à l'encadrement technique de situer l'assistance sur la préparation et les prestations des SAO au tour préliminaire de l'Afro-Basket 2021. L'équipe guinéenne n'est pas une équipe très formidable. Nous avons des joueurs talentueux, mais qui jusqu'à là ne se connaissent pas. Le secrétaire général de la Fédération tchadienne de basketball de préciser que cet amour patriotique qui anime les jeunes basketteurs n'est pas apprécié à sa juste valeur par ceux qui doivent les encourager. Avis partagé par le président de la dite fédération qui appelle les Tchadiens à soutenir les efforts du chef de l'État, Idriss Déby Itno, allant dans le sens du rayonnement des disciplines sportives émergentes. Une équipe nationale est sortie en moins de 3 ans, 7 fois. Et là, on est à notre 8e sortie internationale. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il devrait avoir ne serait-ce qu'une reconnaissance envers ces jeunes-là qui ont tout donné à tout moment pour représenter le pays. Bani Gatangoulou de renchérir qu'en dépit de toutes les machinations des organisateurs pour ce tour préliminaire qui a suscité l'enquête de la FIBA, les SAO sont qualifiés pour le second tour prévu à Abidjan en Côte d'Ivoire en mars prochain. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Télé Tchad.